Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, chroniques et reportages. On est ensemble tous les jours, du lundi au jeudi, 18h-22h, pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat, avec au 5e jour de guerre au Proche-Orient, les frappes sur l'Iran et ses alliés qui redoublent, mais les buts de guerre de Donald Trump restent imprécis. Beaucoup d'interrogations également sur l'engagement européen. La France, la Grande-Bretagne ont choisi de déployer les forces navales dans la région. Pourquoi faire? À quoi va servir par exemple le porte-avions français, le Charles de Gaulle? Cela fera partie des nombreuses questions que je vais poser à mes invités dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, nous reprenons notre série thématique à 10 jours des élections municipales. Zoom sur la dégradation des services publics et ce sentiment de relégation des Français qui vivent dans ces zones mal desservies. On a l'impression que ça touche quand même beaucoup les territoires ruraux. Il ne faut pas oublier que la population dans les campagnes, les petits bureaux de poste, les petites structures, les petites écoles, les petits collèges sont très importants parce que c'est ce qui fait le maillage. Comment les maires peuvent-ils sauver leurs services publics? Peut-on faire le lien entre leur dégradation et le vote des extrêmes en zone rurale, mais aussi dans les quartiers pauvres de banlieue? Réponse dans 3 quarts d'heure. Comme tous les jours, j'attends vos réactions grâce à ce QR code sur la guerre au Moyen-Orient. D'abord, les frappes continuent en Iran, au Liban et sur Israël. Céline Schmitt. Des sirènes d'alerte ont à nouveau retenti à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi. Au 5e jour du conflit, les frappes s'intensifient dans la région. En témoigne la neutralisation cet après-midi par les forces de l'OTAN d'un missile balistique iranien près de la Turquie. Israël, de son côté, alerte sur les capacités d'attaque iraniennes. Nous continuons à frapper les lance-missiles et réduire les tirs, mais le régime iranien dispose encore d'une capacité importante. Et je voudrais vous rappeler que notre défense n'est pas impénétrable. Les frappes israéliennes pleuvent sur l'Iran et le Liban depuis hier soir. Sur ces images, un immeuble est frappé dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Selon des sources libanaises, l'armée israélienne aurait déjà pénétré cette zone, transformée en champ de ruines. De son côté, l'Iran, dont les principaux lieux de pouvoir continuent d'être visés, menace. Si quelqu'un dit ou fait quoi que ce soit qui soit conforme à la volonté de cet ennemi criminel, c'est-à-dire les États-Unis et le régime sioniste, il se range du côté de l'ennemi et sera traité avec fermeté et sévérité, conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans l'océan Indien, la guerre se poursuit aussi. Sur ces images, une torpille frappe un navire iranien. Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Une mort silencieuse, le premier naufrage d'un navire ennemi par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme pendant cette guerre, à l'époque où nous étions encore le ministère de la guerre, nous nous battons pour gagner. Selon Téhéran, le conflit aurait déjà fait plus de 1000 morts, côté iranien. Voilà la stratégie américaine, ce qui se passe au Liban, mais aussi les Européens enrôlés malgré eux. Voilà les thèmes de notre débat avec Pierre Razou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques et vous publiez La guerre Iran-Irak chez Perrin et aussi ce livre sur l'armée israélienne, Tsahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne chez le même éditeur. Joséphine Staron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes docteur en philosophie, experte en géopolitique et vous publiez Europe, la solidarité contre le naufrage. C'est aux éditions Sinopia. Karim-Émile Bittard, bonsoir et bienvenue. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Et Mickaël Darmon, bonsoir Mickaël, éditorialiste pour Sens Public. Je vais commencer avec ces images assez spectaculaires, évidemment. Pierre Razou, cette frégate iranienne qui a été abattue dans l'océan Indien. On va les revoir. Qu'est-ce qu'on peut en dire et surtout quelles informations vous avez ce soir sur ces combats en mer? Je crois que c'est la riposte américaine à une attaque qui a été annoncée par l'Iran hier, qui consistait donc l'Iran a attaqué un destroyer américain en mer à 650 km au sud des côtes iraniennes, dans la mer d'Arabie, donc au large du golfe d'Oman, à un moment donné où il était en train de se ravitailler à la mer, c'est-à-dire là où il est le plus vulnérable. Ce qui veut dire que les Iraniens ont eu la position, ont pu voir que ce destroyer était dans une phase, on va dire, particulièrement vulnérable, et l'ont tapé et ont réussi à le taper. Alors, pour le moment, on n'a pas d'image confirmant cette frappe. Les images et ce que disent les Iraniens
Les Américains, pour le moment, les États-Unis n'ont pas infirmé l'attaque, mais il semblerait que donc, le destroyer ait été en feu et communiqué le feu aux navires ravitailleurs. Donc, quelle que soit l'issue, en tout cas, ça veut dire que la marine américaine, toute puissante, a été quand même frappée. Donc cette frappe, on a vu les images, ça serait une réaction, et la riposte. D'accord. Ma compréhension, c'est que c'est la réponse du berger à la bergère. C'est vous nous avez humiliés là, on vous humilie en plein océan Indien, près du Sri Lanka, là où vous pensiez être, entre guillemets, à l'abri. Et on vous montre en fait que si on le souhaite, on est partout. Il faut rappeler aussi que les raids aériens américains ont littéralement matraqué toute la flotte iranienne, aussi bien sur le détroit d'Ormuz, le golfe d'Oman et maintenant dans le golfe Persique. Ce qui veut dire que pour faire simple, la marine iranienne est très largement éradiquée. Donc l'aviation iranienne est totalement éradiquée aussi. Donc en fait, la seule capacité aujourd'hui de l'Iran d'agir et de harceler le flux maritime, c'est avec ses missiles, avec ses drones, avec ses sous-marins de poche et potentiellement, bien entendu, aussi avec ses mines. On oublie les mines, mais dans l'histoire, notamment pendant la guerre Iran-Irak, c'est un grand classique. L'Iran a miné le détroit d'Ormuz, a miné le golfe Persique et a miné le golfe d'Oman. Donc c'est, en termes d'escalade, ça veut dire que si on regarde dans l'histoire, les États-Unis ont toujours surréagi quand leur bateau était attaqué. C'est un grand classique depuis le début du XXe siècle. Donc ça ne milite pas pour une fin des hostilités, ça milite plutôt pour montrer que le conflit va durer, que l'Iran est déterminé à faire durer le conflit pour punir Donald Trump et punir les États-Unis. C'est comme ça que je le comprends. Oui, effectivement, et c'est évidemment un risque politique, on y reviendra, pour le président américain. Il y a ce sentiment, Joséphine Staron, d'une guerre qui finalement s'étend, se régionalise de plus en plus. On pourrait parler aussi d'un missile tiré depuis l'Iran en direction de la Turquie, intercepté par des systèmes de défense de l'OTAN. Aujourd'hui. C'est votre sentiment, cette régionalisation? On était dans l'océan Indien avec la frégate iranienne, etc. C'est le risque, et on le savait depuis le début. Beaucoup d'observateurs ou de pays disaient à Donald Trump, attention, le risque d'embrasement de toute la région et bien au-delà est réel. On le voit aujourd'hui, quelques jours seulement après le début de l'attaque américaine, tout s'embrase. On n'était pas forcément préparé, et les Britanniques l'ont bien montré, à ce que l'Iran frappe jusqu'à Chypre. Là, apparemment également, la Turquie, ou en tout cas vers la Turquie. Donc, l'embrasement s'étend, s'élargit, peut-être même plus rapidement encore que ce qui avait été imaginé ou pressenti, notamment par les Européens, qui, là, encore font figure de spectateurs depuis le début. Alors, on voit, un peu plus tard, on voit bien évidemment que certains s'activent aujourd'hui, mais les États-Unis ont probablement anticipé une partie de l'embrasement, mais probablement pas tout. Oui, effectivement. Votre avis, Karim-Émile Bittard, justement sur la stratégie américaine, l'Europe, on y reviendra vraiment tout à l'heure, mais la stratégie américaine, c'est vrai que Donald Trump avait évoqué, alors ce qui est très contradictoire avec ses prises de position précédentes, l'hypothèse de troupes au sol. S'il souhaite que ce conflit, que cette guerre ne s'éternise pas trop longtemps, il y a toujours ce discours de « nous n'aurons pas une guerre sans fin » qu'on entend dans ses prises de position ou celles de ses ministres. Que peut-il faire ? Alors, il a commencé par dire que des troupes au sol n'étaient pas exclues, ce qui, pour une grande partie de sa base électorale, est un chiffon rouge. Il a été élu en se présentant comme celui qui mettrait un terme à ses aventures hasardeuses au Moyen-Orient. Donc, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est les informations révélées par CNN ce matin, selon lesquelles la CIA serait en train d'inciter des Kurdes actuellement à la frontière irako-iranienne à former une sorte de force supplétive qui pourrait fomenter des troubles à l'intérieur de la République islamique d'Iran. Cette proposition est extrêmement dangereuse. Elle rappelle l'historique de l'instrumentalisation des minorités ethniques par les grandes puissances au Moyen-Orient. Ça s'est souvent mal terminé. Notamment avec les Kurdes en Irak, on s'en souvient lors de la première guerre du Golfe. Et curieusement, cette suggestion américaine, ou ce qui est en train de se tramer, a réussi à unifier contre elle les partisans de la République islamique et les partisans du fils du Shah d'Iran, qui sont tous deux, comme la plupart des Iraniens, attachés à leur unité, à leur intégrité territoriale, à leur souveraineté. Les Kurdes représentent environ 10% en Iran. Il ne suffirait pas
à faire tomber le régime, mais c'est vrai que les États-Unis commencent à envisager des alternatives car ils se rendent compte que des frappes aériennes aussi persistantes, aussi fortes qu'elles soient, même sur la durée, pourraient ne pas venir à bout de ce régime qui s'est construit depuis 47 ans comme un régime prêt à vivre sur la guerre, à susciter un esprit de corps face aux ennemis de l'extérieur. Pierre Azou, vous étiez auditionné cet après-midi ici au Sénat par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Ce qui est marquant aussi, c'est la situation des installations pétrolières de l'Iran. Je veux bien que vous nous disiez aussi ce que vous avez pu dire aux sénateurs cet après-midi. En fait, ce que j'ai constaté, une des nombreuses choses qui m'a marqué depuis 5 jours, c'est que les États-Unis et Israël bombardent à peu près tout ce qui est militaire en Iran, tout ce qui est capacité de frappe iranienne, le régime, mais pas tout dans le régime, mais une partie du régime, pour le moment ne s'en sont absolument pas pris à l'infrastructure pétrolière iranienne. Donc la question c'est pourquoi ? Je n'ai pas la réponse, mais en réfléchissant, logiquement, c'est parce que à la fois les monarchies du Golfe, la Chine, les Européens, le Japon, la Corée du Sud ont dit aux États-Unis, le pétrole on n'y touche pas. Les monarchies du Golfe ont dû dire clairement, si vous touchez au pétrole, là on ne vous soutient plus. Donc si vous voulez qu'on continue à vous soutenir, et les Chinois disant, si vous voulez qu'on reste, disons qu'on ne s'implique pas militairement dans le conflit, ne touchez pas au pétrole. Et ça veut dire que c'est la guerre dans la guerre. Enfin, c'est le conflit dans la guerre, c'est-à-dire qu'il y a la guerre que tout le monde voit, États-Unis, Israël contre l'Iran. Au-dessus de ça, il y a l'affrontement stratégique entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump doit se rendre à Pékin à la fin du mois de mars, dans 2 semaines et demie. Donc on comprend bien qu'il veut aller à Pékin avec des billes et avec des choses à négocier. Il a déjà asséché 2 des fournisseurs de pétrole de la Chine, le Venezuela qui pesait assez peu, mais bon quand même, et l'Iran. C'est vrai, mais paradoxalement, s'il détruit les sites pétroliers, ça revient à dire, je perds mon levier d'action sur les Chinois. Les Chinois diront, OK, j'ai perdu l'Iran, je vais ailleurs. Alors que là, ils gardent. Et puis surtout, c'est que pour les États-Unis, et je termine là-dessus, ce serait complètement illogique de dire à la population iranienne, soulevez-vous et prenez le pouvoir, et en même temps de les assécher, c'est-à-dire de dire, si vous prenez le pouvoir, vous n'aurez plus les moyens de votre politique, puisque vous n'aurez plus d'argent derrière. Michael. Et ça confirme effectivement la différence de narratif et d'approche qui existe entre l'Américain et l'Israélien. C'est-à-dire que les Israéliens veulent le changement de régime, veulent effectivement totalement faire tomber le système actuel et le remplacer par un système non mollah, on va dire, tandis que Donald Trump, lui, il pourrait s'en accommoder, comme au Venezuela, c'est-à-dire en fait tout simplement en gérant avec une ligne modérée, même si elle est pouvoir religieux et théocratique, à condition qu'il y ait aussi un accès aux ressources énergétiques. Alors, on va s'intéresser à ce qui se passe aussi au Liban. Ça fait partie des informations majeures de cette 5e journée de guerre des forces israéliennes qui ont pénétré dans plusieurs villages frontaliers du sud du pays pour établir, en tout cas c'est le narratif israélien, une zone tampon face au Hezbollah. On rejoint tout de suite en duplex depuis Beyrouth Rima Abdulmalak, directrice du groupe de presse libanais L'Orient le Jour, ancienne ministre de la Culture, évidemment. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui domine au Liban ce soir ? Ce sentiment d'être l'otage d'une guerre qui est toujours déclenchée par d'autres ? Oui, et que c'est la guerre de trop. Là, il y a une sorte d'épuisement généralisé, d'essoufflement et de lassitude, parce que le Liban a traversé tellement de crises ces dernières années. Il y a eu la guerre de 2024. Suite au cessez-le-feu, Israël a continué à violer tous les jours le cessez-le-feu, mais le Hezbollah n'avait pas vraiment fait de riposte à ce moment-là. Et bizarrement, c'est au moment de soi-disant venir en aide à son parrain iranien que le Hezbollah a décidé de déclencher une attaque qui n'était souhaitée par personne en réalité, pas même par la base chiite qui est la communauté qui majoritairement soutient le Hezbollah traditionnellement au Liban. Donc oui, une sorte d'étau entre l'hégémonie israélienne d'un côté, l'hégémonie iranienne de l'autre, et comme si le Hezbollah s'était suicidé pour Khamenei, alors que le peuple libanais, lui, paye les dégâts et les souffrances. Oui, avec encore des dizaines de milliers de personnes qui fuient les zones de combat. Je crois que le dernier bilan donné par les autorités libanaises, c'est plus de 80 000 personnes, 83 000 personnes, je crois.
Oui, on a des images terribles de familles déplacées qui sont coincées sur les routes, qui cherchent des logements, qui sont partis à la hâte en pleine nuit. En plus, on est en plein Ramadan, donc c'est extrêmement éprouvant pour toutes ces familles. Il y a une solidarité qui se met en place pour tenter de trouver des solutions de logement, d'hébergement. Des écoles sont transformées en centres d'accueil, mais ça ne suffit pas. Et puis les frappes s'étendent un peu partout en fait. Elles ne sont pas localisées que dans le sud du Liban. On en a même eu une cette nuit à 1 kilomètre des bureaux de Lorient-le-Jour à 4h du matin, alors que notre zone, qui est la banlieue est de Beyrouth, était jusqu'ici complètement épargnée. Donc vous voyez, il y a un embrasement général qui est très anxiogène. On en est à plus de 230 frappes en 3 jours. Restez avec nous, j'ai encore d'autres questions à vous poser, Rima Abdulmalak. C'est un pays, évidemment, Karim-Émile Bittard, que vous connaissez ô combien. Je reprends la formule de Rima Abdulmalak sur le suicide du Hezbollah. Est-ce que vous allez jusque-là ? Oui, le titre de Lorient-le-Jour était bien trouvé avant-hier. Je pense que c'était quelque chose comme le Hezbollah entraîne le Liban dans son suicide. Le Hezbollah suicide le Liban. On a le sentiment que c'est un peu cela. Et ce qui est encore plus effrayant d'une perspective libanaise, c'est que cette décision a très clairement été prise sur injonction iranienne. Donc ce ne sont pas les cadres libanais du Hezbollah, ceux qu'il en reste. Même les députés, les ministres du Hezbollah semblent totalement largués. Ça semble s'inscrire dans le cadre d'une guerre totale. L'Iran estime qu'elle fait face à une menace existentielle et est prête à lâcher tous ses alliés régionaux. Et en effet, ça pourrait être le coup fatal pour le Liban, qui est un pays extraordinairement fragilisé, qui commençait à se remettre, qui espérait reconstruire ses institutions et qui se retrouve aujourd'hui avec des menaces israéliennes demandant à tous les Libanais d'évacuer jusqu'au fleuve Litani. Ce serait un retour 40 ans en arrière, parce que déjà en 1982, l'invasion israélienne était arrivée jusqu'à Beyrouth et on a installé une zone tampon. C'était déjà le narratif israélien de l'époque. Ouais. Voilà, on a le sentiment d'un jour sans fin et cette fois-ci, les Libanais, comme cela a été dit, sont véritablement à bout de force. Donc il y a une exaspération collective, y compris chez les partisans du Hezbollah qui ne comprennent pas qu'on leur fasse endurer de nouvelles souffrances sans avoir infligé la moindre perte en Israël. C'était purement symbolique, c'était, comme l'a dit Pierre, une volonté iranienne d'élargir le spectre du conflit. Pour les Libanais, c'est une extension du domaine de la terreur comme ils n'en ont pas vu, alors qu'ils en ont vu énormément d'autres conflits. Ouais. Joséphine Staron, on comprend bien, autant on se pose quelques questions sur les buts de guerre de Donald Trump, autant du côté de Benyamin Netanyahou, ça nous semble assez limpide. Mais le Premier ministre israélien peut-il détruire le Hezbollah sans faire tomber le régime iranien ? Il y a quand même une question d'ordre stratégique, en quelque sorte. Et si c'était le cas, il y aurait une forme d'incohérence aussi. Benyamin Netanyahou l'a toujours dit, les buts de guerre, c'est de détruire le régime des mollahs iraniens et tous ses proxys, le Hezbollah en faisant bien sûr partie. Vous l'avez dit, Donald Trump, lui, est un peu changeant sur ses objectifs. Pour Israël, c'est très clair. Et là, on voit bien que ce qui est en train de se passer, c'est que chacun, finalement, fortifie ses positions. Israël voit que c'est finalement maintenant ou jamais. Les États-Unis sont acculés et sont obligés de continuer pour l'instant, en tout cas, leur attaque sur l'Iran. Le reste de la région continue à soutenir les États-Unis, ou en tout cas à ne pas trop en faire. Et donc, c'est le moment pour Israël d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. En face d'Israël, il y a le Hezbollah qui, lui aussi, vous l'avez dit, se suicide, je ne sais pas, probablement, mais en tout cas, est jusqu'au boutiste. Et à travers le Hezbollah, on voit bien que c'est la position de l'Iran qui est jusqu'au boutiste aussi. La question, c'est qui va s'arrêter en premier, qui va craquer en premier, parce que là, le risque d'embrasement dont vous parliez au début, non seulement il peut s'étendre, mais surtout il peut se durcir davantage, et on n'est jamais loin de l'étincelle qui pourra aggraver encore plus la situation au niveau régional. Alors on est toujours plus prudent sur la communication des belligérants, mais le Hezbollah affirme, c'était une dépêche il y a quelques minutes, qu'il mène des combats directs avec les forces israéliennes dans le sud. Michael, et ensuite je vous redonne la parole. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au fond, ce qui se passe avec le Hezbollah découle directement de la cohérence du président Aoun, qui, lorsqu'il arrive à la présidence du Liban, dit « je vais faire entrer le Hezbollah dans le rang ».
Ça aussi, c'est pour ça qu'il y a toutes ces critiques à l'égard du Hezbollah. Et dès que les Hezbollah a commencé à frapper, alors le président Aoun a dit également j'interdis le Hezbollah d'entrer dans des activités militaires. Donc effectivement, au-delà un peu des discours convenus sur les hégémonies, il y a aussi une prise en étau intéressante et qui aide en fait aussi le Liban, c'est-à-dire se débarrasser de cette emprise que le Hezbollah met sur le pays de façon à ce qu'il y ait une souveraineté retrouvée et aider le président Aoun. Pierre Azou, vous vouliez intervenir sur cette question libanaise. Oui, je crois qu'il y a un facteur clé, c'est que le Hezbollah, d'ailleurs, comme tous les Libanais et comme tous les gens dans la région, attendent de savoir qui sera le prochain guide suprême en Iran. Si c'est un guide, on va dire, très dur, donc on entend parler de Mojtaba Khamenei, c'est-à-dire le fils d'Ali Khamenei, si c'est un guide très dur, c'est un encouragement pour le Hezbollah. Sous-entendu, l'Iran reprend la main. Si à l'inverse, c'est un guide, on va dire, plus soft, plus acceptable, plus modéré, c'est le signal clairement que l'Iran lâche le Hezbollah, en tout cas ce proxy-là. Et donc, c'est plutôt un aspect positif. Et juste un point, dans les proxys, on en oublie toujours un qui est crucial. Alors bien sûr, il y a les Houthis. Les Houthis peuvent tirer sur le Somaliland, peuvent tirer d'ailleurs sur Djibouti aussi. Djibouti, base américaine, base française, base chinoise. Et Somaliland, peut-être bientôt une base israélienne et une base américaine. Mais surtout, ce sont les milices chiites irakiennes. C'est-à-dire que si l'Iran est à court de munitions, peut très bien instrumentaliser les milices chiites irakiennes contre les États-Unis. D'ailleurs, à l'instant, 2 dépêches qui concernent l'Irak. Les ressortissants américains appelés à quitter l'Irak maintenant. C'est l'ambassade qui donne cette information. Et puis, on nous signale aussi une coupure générale d'électricité en Irak. On ne sait pas ce que ça présage, mais bon, ça pose quand même un certain nombre de questions. Je reste sur la thématique libanaise pendant encore quelques minutes avec Rima Abdul-Malak, puisque le Premier ministre et le président libanais, dont parlait Michael à l'instant, le président Aoun, demandent au Hezbollah de déposer les armes. Mais en ont-ils les moyens? Peuvent-ils vraiment imposer ça au Hezbollah? Oui, ils le peuvent. Il y a déjà eu une première phase de ce plan dit de monopole des armes. La deuxième phase était entamée et aurait pu se passer. Le Premier ministre imaginait qu'elle puisse se faire en 4 mois. Bon, là, évidemment, cet acte d'entrée dans le conflit du Hezbollah est perçu comme une menace à ce plan. Pour autant, le gouvernement l'a réaffirmé avec force. Donc, c'est possible. Je veux dire, l'autorité de l'armée libanaise doit quand même pouvoir s'imposer. Et il devait y avoir cette semaine à Paris, à l'initiative d'Emmanuel Macron, une conférence de soutien à l'armée libanaise, une conférence internationale. Bon, évidemment, elle a été reportée, mais c'est aussi important qu'il y ait un soutien international à cette opération de désarmement du Hezbollah. Merci beaucoup Rima Abdul-Malak. Je rappelle que vous dirigez maintenant le groupe de presse libanais L'Orient le jour. Merci d'être intervenu dans ce Sens Public. Un dernier Merci mot. à vous. Merci beaucoup. Un dernier mot, Karim Emile Bitar, sur le Liban, cette offensive israélienne. Jusqu'où peut-elle aller? Et puis à quel point Tsahal, l'armée israélienne, a les moyens d'être dans autant de directions différentes d'une certaine façon? Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il y a en effet un risque de surextension. Il ne faut pas sous-estimer ce qui reste comme capacité de nuisance au Hezbollah. Ils ne vont pas s'avouer vaincus aussi facilement. Il y a une dimension idéologique qui ressurgit dans ce type de crise. C'est vrai que théoriquement, l'armée libanaise pourrait asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. Encore faut-il qu'on lui en donne les moyens. Et là où le bas blesse, c'est que depuis longtemps, cette armée libanaise est soumise à des injonctions contradictoires. On lui dit « il faut désarmer le Hezbollah », mais on refuse de lui fournir des armes suffisamment lourdes au prétexte que ces armes pourraient tomber entre les mains du Hezbollah, compte tenu du fait que c'est un petit pays qui a énormément de porosité. Donc maintenant que le gouvernement libanais a pris cette décision très fermement, qu'il a été rejoint par le chef du Parlement, Nabih Berri, qui est un allié chiite du Hezbollah, si on donne à l'armée libanaise les moyens d'accomplir ses missions, elle pourrait le faire, mais au jour
à ce jour, elle ne les a pas encore, ces moyens. Ouais. Alors, on va parler de l'Europe, des divisions européennes, de la France dans un instant. Ce sera notre tout dernier chapitre et on y consacrera beaucoup de temps. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous poser déjà des questions sur l'Europe. Mais je voudrais quand même qu'on s'interroge sur l'enlisement, le bourbier, le risque d'enlisement. Et je vous propose d'écouter le principal conseiller de l'ancien guide suprême Ramenei. Il s'est exprimé aujourd'hui, Mohamed Mokhbar. Il promet une guerre longue. Nous n'avons aucune confiance dans les Américains et nous n'avons aucune base pour la négociation avec eux. Nous pouvons poursuivre la guerre aussi longtemps que nous le souhaitons. Pierre Razou, il y a plusieurs scénarios possibles. Le scénario du bourbier iranien, on pourrait finir par l'appeler comme ça, il est plus probable que d'autres? Oui, largement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le facteur temps. Dans une première séquence, le temps joue en faveur des Israéliens et des États-Unis parce que ça leur permet d'affaiblir militairement le régime iranien. Les affaiblir militairement, structurellement, mais pas changer le régime. Ils n'y arrivent pas. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, parce que les stocks de munitions s'épuisent, et aux États-Unis et en Israël, même si bien sûr ils s'épuisent aussi du côté iranien, et les États-Unis, ils savent qu'ils doivent garder un stock stratégique face à la Chine, au cas où, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le rival stratégique des États-Unis, c'est pas l'Iran, c'est la Chine. Il y a quoi? Il y a un stock d'armes prévu pour l'Asie aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une réserve stratégique de missiles de croisière, de différents types d'armements. Et donc, quand ça va commencer à tangenter cette réserve, là, le Pentagone et les États-Unis vont clairement réfléchir. Donc ensuite, il y a un deuxième temps, une deuxième période, où le temps va favoriser les Iraniens. Et les Iraniens, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas la guerre, donc il faut, dans cette première phase, survivre, pour, dans cette deuxième phase, mener la vie dure et harceler les États-Unis et Israël. Israël a l'habitude, mais les États-Unis n'ont pas l'habitude. Donc en fait, les États-Unis, ça va leur rappeler l'Irak, l'Afghanistan, et c'est tout ce qu'ils détestent. Et c'est tout ce que déteste Trump. Donc le but du jeu, on est en fait dans un scénario qui commence à ressembler au début de la guerre Iran-Irak. Pourquoi? Parce qu'en fait, Iran-Irak, c'est Saddam quand même. Enfin, c'est l'Irak qui attaque l'Iran. Et l'Iran, en 1982, il aurait pu cesser les hostilités puisqu'il avait été revenu aux frontières. Mais après une grosse discussion, a décidé de punir Saddam Hussein et de continuer la guerre. Erreur funeste, puisqu'au bout de 6 ans, ils ont perdu la guerre. Mais c'est pas grave, et là c'est pareil, ils veulent punir les États-Unis. Et ils vont tout faire pour faire durer le conflit. Joséphine Staron, il y a un vrai risque politique pour le président américain. Il est majeur. Et d'ailleurs, beaucoup s'interrogent sur la temporalité. Pourquoi Donald Trump s'engage dans un combat très difficile à gagner à quelques mois de midterms qui vont probablement le mettre en difficulté et l'affaiblir. On entend quand même sa base MAGA le critiquer de manière très forte en disant « Nous ne vous avons pas élu pour mener cette guerre, pour vous occuper d'autres populations que de la population américaine. » Et lorsque l'Iran dit « Ce sera une guerre longue », il parle directement au peuple américain et à la base MAGA en disant « Il vous a vendu une guerre éclair, rapide. Regardez, nous allons la faire durer. Et donc, vous allez devoir faire quelque chose en interne si vous voulez que ça s'arrête. » C'est très dangereux finalement pour Donald Trump à moyen terme. Alors, on va s'intéresser, comme promis, à la question européenne. Et je commence avec vous, Mickaël. La question que vous posez, l'Europe est-elle devenue invisible au Proche-Orient? Et oui, effectivement, elle se pose, cette région, alors que cette région traverse, comme on le voit, une des périodes les plus explosives de son histoire récente. Mais enfin, une réalité s'impose. L'Union européenne commente, ça on le sait, condamne, on a l'habitude, finance, on le comprend également, mais ne décide pas, décide jamais. En fait, sur le conflit israélo-palestinien, ce sont les États-Unis qui mènent la danse, ça on le sait. De la diplomatie des accords d'Abraham aux tentatives actuelles de cesser le feu, c'est Washington qui fixe le tempo. Que l'on aime ou pas, d'ailleurs, son président, ça ne change rien. À ce fait, en Syrie et au Liban, également, les changements interviennent avec une implication minimale des Européens, d'ailleurs, très modérément sollicitée par les pays en question. L'Europe, elle, pendant ce temps-là, eh bien, elle fait ce qu'elle sait bien faire, afficher ses divisions, ses tergiversations. Certains États membres, d'ailleurs, défendent avant tout la sécurité d'Israël, on le sait. D'autres insistent sur la reconnaissance de l'État palestinien. Certains, comme l'Espagne, disent pas question d'entrer dans la guerre. D'autres, comme le chancelier allemand, se retrouvent seuls dans le bureau ovale à Washington. Donc, résultat,
pas ligne claire, pas de poids réel. On le voit sur tous les théâtres de la région. Et pourtant, le président français a décidé, il l'a annoncé hier, d'envoyer le Charles de Gaulle dans la région du Proche-Orient. C'est quand même pas pour faire de la figuration. Et non, et quand il arrivera, il sera là pour protéger et surveiller, parce qu'il n'est pas question pour la France de rester spectatrice d'un bouleversement majeur de la carte géopolitique au Proche-Orient et au Moyen-Orient sans être sur la scène. Et pourtant, en ignorant depuis 2020 en fait les accords d'Abraham, dont le but était en partie d'ailleurs de s'organiser contre Téhéran, eh bien la France et l'Europe se sont mises hors jeu elles-mêmes. C'était une chance historique de pouvoir enfin récupérer un peu d'influence à hauteur des États-Unis. Ça n'a pas été fait. Hier soir à la télévision, on a vu le président redécouvrir au fond des accords de défense passés avec le Qatar, l'Irak et les Émirats à l'époque de Nicolas Sarkozy pour se défendre contre qui ? Contre l'Iran. Donc le Charles de Gaulle, on va arriver un petit peu comme la cavalerie pour que la France soit sur la photo. On pourrait même dire que c'est le porte-avions Ego qui se dirige vers la zone de guerre pour donner un corps à cet en même temps diplomatique très finement travaillé auquel on a pu assister, accompagner une évolution politique pour que la France approuve la fin de la tyrannie des Mollahs, mais tout en déplorant cette opération parce qu'elle a contourné les instances internationales, alors que l'Iran, lui, a piétiné le droit international des décennies durant sans que cela n'émeuve outre mesure l'Europe et même peut-être la France. Donc l'Union européenne, si elle veut commencer à compter, il faudrait qu'elle parle d'une seule voix, qu'elle assume une diplomatie active et non simplement incantatoire, sinon elle continuera à être ce qu'elle est dans la région, c'est-à-dire un acteur indispensable mais marginal. Merci beaucoup, Mickaël. Vous parliez d'une Europe division. Alors il y a ce que Emmanuel Macron a annoncé, il y a aussi le Premier ministre britannique. Alors qui n'est plus dans l'Union européenne, certes, mais quand Keir Starmer déploie lui aussi des moyens aériens, des moyens navals dans la région, eh bien, on a un chef du gouvernement espagnol qui, lui, dit tout l'inverse. Écoutons-le. Premièrement, non à la violation du droit international qui nous protège tous, en particulier les plus démunis, la population civile. Deuxièmement, non à l'idée que le monde ne peut résoudre ses problèmes que par les conflits et les bombes. Et enfin, non à la répétition des erreurs du passé. En résumé, la position du gouvernement espagnol peut se résumer en 4 mots, non à la guerre. Avec un effet direct, question d'un de nos téléspectateurs, Robert, qui nous écrit de Lille, Donald Trump va-t-il punir les pays européens qui ne le soutiennent pas avec encore plus de droits de douane ? Pierre Azou, ça fait partie des menaces, là. Donald Trump contre l'Espagne, d'ailleurs. Oui, je crois qu'en fait, Donald Trump, il a surtout besoin... je ne crois pas que l'Europe soit dans son équation sur ce coup-là, si je peux dire, sur ce conflit-là. Pour lui, comme je le disais, c'est vraiment le Moyen-Orient, c'est la place des États-Unis au Moyen-Orient et c'est la place des États-Unis dans le monde. De son point de vue, l'Europe est un non-acteur, comme vous l'avez très bien dit. Non, par contre, les Britanniques, c'est clairement parce que les Britanniques n'étant plus dans l'Union européenne, les Britanniques sont à la ramasse, si vous me passez l'expression. Donc, en fait, ils ont besoin de rassurer les États-Unis. Trump a été très dur sur Keir Starmer en lui disant « Vous ne m'avez pas autorisé à utiliser les bases, notamment de Diego Garcia, en tout cas pas au début des frappes ». C'était très gênant pour nous. Donc, finalement, Keir Starmer a dit « Oui, OK, vous pouvez utiliser la base de Diego Garcia et puis nos bases au Royaume-Uni ». Donc, ça, c'est crucial pour Donald Trump. Vis-à-vis des Européens, on l'a vu à la conférence de sécurité de Munich, Marco Rubio est venu passer de la pommade. L'année dernière, c'était J.D. Vance, le vice-président, qui a sonné le tocsin et qui leur a dit « Vous êtes tous des minables, en fait, vous ne méritez pas d'être à votre place ». Entre-temps, les États-Unis ont vu que si, quand même, les Européens sont utiles. Donc en fait, Marco Rubio est venu, disons, rassurer un peu les Européens. Les États-Unis ont rétropédalé, au moins pour le moment, sur le Groenland. Donc maintenant, le focus, il est ailleurs. Il est sur le Moyen-Orient et sur la Chine. Alors, que vient faire le porte-avions Charles de Gaulle dans la région ? Est-ce que vous êtes aussi critique que Mickaël Darmon en reprenant la formule du porte-avions Ego ? Qu'est-ce qui commence ? Karim Bitar. Alors, ce porte-avions porte le nom de Charles de Gaulle. Oui. J'espère qu'il ne va pas être un porte-avions qui va mener une politique de Guy Mollet. Le porte-avions Guy Mollet était le Premier ministre socialiste qui, en 1956, avec Israël et la Grande-Bretagne, avait mené l'expédition de Suez contre l'Égypte, et ça s'était retourné contre l'Europe. C'était la fin de la présence européenne au Moyen-Orient. Donc ce qui m'afflige dans la situation actuelle, c'est que l'Europe est en train de se faire humilier. Le fait que Trump ait lancé ces attaques sans même informer la France, qui dispose d'un très grand nombre de bases militaires dans le Golfe,
Il n'a pas non plus informé les Canadiens, qui sont quand même son voisin, son allié. Il a été plus loin avec les Espagnols en disant ils ne veulent pas qu'on se serve de leur base, on s'en servira quand même, on s'assied sur la souveraineté de l'Europe. Et face à ces humiliations, à ces insultes américaines, l'Europe est profondément divisée. Vous avez M. Merz qui est sur une ligne plutôt alignée sur Trump. Vous avez d'un autre côté Pedro Sanchez, mais aussi les pays nordiques qui ont repris une position assez ferme qui rappelle celle de la France et du Vatican en 2003. Qui ont dit non à la guerre d'Irak. Et dans cet entre-deux, vous avez Emmanuel Macron qui risque de ne recueillir le soutien d'aucun des deux, risque de se prendre de nouvelles attaques de Donald Trump sans forcément gagner dans le reste du monde. L'Orac avait gagné Jacques Chirac et Dominique de Villepin en 2003 lorsqu'ils avaient dit non à la guerre d'Irak, qui était une guerre également illégale aux yeux du droit international. Rappeler le droit international, parce que ça fait partie du verbatim d'Emmanuel Macron hier soir. Joséphine Staron, ça sert encore à quelque chose? Non, ça sert à rien, c'est certain. En revanche, est-ce que les Européens peuvent se passer de ce commentaire ou de ce rappel? Bien sûr que non, ça fait partie de notre ADN. Il faut quand même qu'il y ait quelques voix pour dire que le droit international existe. Si on décide nous aussi de s'asseoir dessus, j'ai envie de dire, on l'enterre et on ne pourra pas ensuite se plaindre que ce droit international soit bafoué par les autres. Mais ça, c'est de la posture. Maintenant, dans les faits, il est évident que la France ne pouvait pas ne pas réagir. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit assez habilement, nous n'avons pas été prévenus. Il l'a reconnu. On nous a humiliés, c'est vrai, il ne l'a pas dit dans ces termes-là, mais il a dit on n'a pas été prévenu. Bon, maintenant, dont acte, on envoie le Charles de Gaulle. Alors, même si l'utilité, on verra ensuite, d'ailleurs, les événements dans les prochains jours montreront peut-être que le Charles de Gaulle et toute la flotte auront une utilité. On verra bien. On n'en sait rien. Mais la France ne pouvait pas ne pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il en va de sa crédibilité auprès de ses alliés. Vous avez rappelé les accords avec la plupart des monarchies du Golfe. Ces accords remontent, alors certains à Nicolas Sarkozy, d'autres sont bien antérieurs. Il était primordial pour la France d'être crédible auprès de ses alliés, parce que là, il s'agit de l'Iran. Demain, il peut s'agir d'un autre conflit dans la région. Donc, c'est plutôt une bonne chose, et surtout, c'était indispensable. Maintenant, pour revenir à l'Europe, ce qui se passe, illustre ce qui se passe depuis 2022 avec l'Ukraine, c'est-à-dire des positions d'abord timorées, prudentes, diverses, voire opposées, puis finalement des lignes qui finissent par des lignes communes qui finissent par se dessiner, mais qui prennent du temps, qui prennent toujours beaucoup de temps. Pedro Sanchez, il ne dit rien qui devrait nous surprendre. En juillet dernier, lorsqu'il y a eu le sommet de l'OTAN où Donald Trump a exigé que les pays européens augmentent jusqu'à 5% du PIB leurs dépenses de défense, il a dit non. Et il a été le seul à dire non, nous ne le ferons pas, déjà parce que nous n'avons pas envie de le faire, mais ensuite parce que c'est irréaliste. Et bien évidemment, c'est irréaliste pour la totalité des pays, même européens, qui ont décidé d'accepter cette demande de Donald Trump. Donc il était très clair sur cette question-là. Maintenant, on a eu des semaines pour anticiper ce qui allait très probablement se passer, et ce qui s'est finalement passé, puisqu'on voyait bien l'armada américaine se préparer, il était évident que Donald Trump n'allait pas faire que de la figuration. Pourquoi est-ce que dans ces semaines qui ont précédé les premières attaques, nous n'avons pas été capables d'arriver avec une stratégie? Je ne dis pas une position commune, forcément, peut-être que la position espagnole aurait été celle qu'elle est aujourd'hui, mais au moins une stratégie commune. Et ça montre un point crucial de la stratégie diplomatique ou géopolitique européenne qui n'est toujours pas achevé. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de réflexe européen en ce qui concerne la situation géopolitique, et ça, c'est dramatique. Oui. Encore un mot, Mickaël. Ensuite, on parle des menaces iraniennes sur les ambassades israéliennes dans le monde, et notamment en Europe. Mickaël. Oui, et pour prolonger effectivement ce qu'il y a à l'instant sur la préparation, on pourrait aussi attendre de l'Europe qu'elle organise et qu'elle aide à s'organiser l'opposition iranienne, qui est très diverse, qui est très éparpillée, qui ne se parle pratiquement pas. Il pourrait y avoir une initiative européenne pour faire en sorte faire émerger une figure, un discours, une figure et une stratégie pour le jour d'après en Iran. Alors, comme promis, c'est l'une des informations aussi de cette journée, cette menace iranienne sur les ambassades israéliennes partout dans le monde. C'est l'une des informations de l'après-midi. On en parle tout de suite de cette menace importée avec Stéphane Duguet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. La France, voilà, question simple, la France doit-elle craindre des attentats terroristes iraniens sur son sol?
C'est la question qui anime les services de renseignement français, d'autant que la menace est déjà élevée. Rappelons que nous sommes en plan Vigipirate à son plus haut niveau déjà depuis 2 ans, le niveau urgence attentat. Et la sécurité a encore été rehaussée depuis ce week-end, comme l'a rappelé hier soir Emmanuel Macron. Nous veillons évidemment à la sécurité sur le sol national aussi. À ma demande, le gouvernement a renforcé le dispositif de protection militaire Sentinelle et la vigilance autour des lieux et des personnes les plus exposées. Alors ces lieux, ce sont à la fois les ambassades américaines et israéliennes. Vous le disiez d'un mot, Thomas, l'Iran tout à l'heure a confirmé que les ambassades israéliennes seraient visées si Israël vise l'ambassade d'Iran au Liban. Les autres lieux qui sont sous protection en France, c'est les lieux de culte juifs. Et la police a aussi comme mission de renforcer la protection des personnes et des associations opposées au régime iranien en France. Elles sont aussi des cibles pour le régime. Les préfets doivent d'ailleurs faire remonter toute action de déstabilisation en lien avec la guerre qu'ils observeraient. Oui, surtout que si on regarde un peu dans l'histoire, depuis les années 80, l'Iran a prouvé sa capacité à organiser des attentats terroristes loin de ses frontières. Oui, les derniers attentats meurtriers sur le sol français liés à l'Iran remontent aux années 1985-1986. L'histoire de cette menace iranienne en France est rappelée dans cet article de nos confrères de l'Express. L'Iran avait organisé 14 attentats à la bombe en l'espace de 10 mois dans plusieurs lieux très fréquentés à Paris, comme par exemple les Galeries Lafayette, Châtelet-Les Halles, La Défense, il y en a d'autres encore. Le bilan total était de 14 morts et 303 blessés. Des attaques qui étaient à l'époque motivées par le soutien de la France à l'Irak et par un différend commercial entre Téhéran et Paris. Puis ça ne s'est pas arrêté aux années 80. L'Iran a poursuivi un certain nombre d'actions en France. Oui, sans faire de nouvelles victimes, parce que les projets d'attentats ont été déjoués. Il y a plusieurs exemples, mais prenons-en un qui est dans la tête de tous les membres du gouvernement aujourd'hui. L'attentat déjoué en 2018 à Villepinte, au nord de Paris. Il visait les Moudjahidines du peuple iranien, un groupe opposé au régime qui devait se rassembler et réunir des dizaines de milliers de personnes. Ce projet d'attentat avait été coordonné par un diplomate iranien basé à Vienne, en Autriche. Et puis il y a aussi une nouvelle méthode identifiée par les services de renseignement français, méthode utilisée par le régime iranien pour commettre des crimes à l'étranger. Oui, dans une note de la DGSI rédigée en 2024 et citée par l'AFP, il est indiqué que depuis 2015, l'Iran a recommencé à mettre en place des assassinats ciblés en Europe. Mais à la différence des années 80, le régime s'appuie aujourd'hui, en plus de ses réseaux en Europe, sur des criminels de droit commun, comme des trafiquants de drogue. C'est une manière de brouiller les pistes vers le commanditaire qui reste l'Iran. La menace n'est donc pas uniquement française, on l'a compris, elle s'applique à toute l'Europe. En témoigne l'alerte il y a 3 jours en Allemagne du président de la commission parlementaire chargée du contrôle des services secrets. Des mesures de représailles, notamment par des cellules dormantes iraniennes en Europe, ne peuvent être exclues. Voilà ce qu'il a dit à la Süddeutsche Zeitung. L'une des questions maintenant, c'est de savoir si l'Iran en a toujours les moyens et quelles sont ses priorités. Effectivement. Merci beaucoup Stéphane. Je vous pose cette question, Karim Bitar. L'Iran, le régime iranien occupé à se défendre et à organiser sa survie le plus longtemps possible, a-t-il les moyens de commanditer des attentats sur le sol européen ? Il en a les moyens. Lorsqu'il est fait face à une menace existentielle, il en aura probablement aussi la volonté. Reste à savoir s'ils prendront cette décision parce qu'ils savent que cela ne viendrait que renforcer la détermination de l'Occident à faire tomber ce régime. Il faut savoir, jusque-là, c'était un régime fanatique, mais qui se comportait de façon plus ou moins rationnelle pour assurer sa survie. Il y a certains signes qui nous laissent penser que face au risque d'apocalypse, au risque de voir chuter le régime, ils pourraient perdre cette rationalité, cette froideur qui les a longtemps caractérisés et qui leur avait permis de tenir pendant la guerre Iran-Irak. Donc ce serait, je crois, le faux pas de trop des erreurs stratégiques majeures que de frapper des ambassades dans des capitales occidentales, Trump étant capable du jour au lendemain d'aller avec une main très très lourde. Alors il y a aussi la stratégie du chaos économique et je vous propose une autre réaction européenne. On parlait de la visite de Friedrich Merz à la Maison-Blanche, c'était hier. On l'écoute tout de suite. Il est évident que ce conflit nuit à nos économies. C'est vrai pour les prix du pétrole et c'est aussi vrai pour les prix du gaz. C'est pourquoi nous espérons tous que cette guerre prendra fin le plus vite possible et nous espérons que les armées israéliennes et américaines font ce qu'il faut pour y mettre un terme. Pierre Azou, il y a la question, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, de ce détroit d'Ormuz. Vous disiez la possibilité, ou la quasi-certitude qu'il soit miné, c'est ça, piégé par l'Iran. Et moi j'entends depuis 48 heures l'hypothèse d'une reprise en main du détroit d'Ormuz par notamment les forces américaines et israéliennes. C'est possible. C'est possible ? Oui, c'est possible. C'est possible.
De toute façon, les Iraniens n'ont pas les moyens de bloquer durablement le détroit d'Ormuz. Ils peuvent le bloquer ponctuellement, mais si notamment la flotte américaine fait une action de vive force sur la zone, ils empêcheront le blocage et ils escorteront, comme ils ont fait pendant la guerre en Irak et comme ils ont fait à plusieurs reprises. Le risque, c'est celui du harcèlement, c'est-à-dire en fait, c'est la stratégie des Houthis. C'est OK, vous pouvez passer. En mer Rouge. C'est ce qu'ils font en mer Rouge. C'est ce qu'ils font en mer Rouge, mais là, ils le feraient sur le détroit d'Ormuz. C'est vous pouvez passer, vous pouvez escorter, mais nous, régulièrement, on tirera. Et donc, on va faire monter les primes des compagnies d'assurance. On va accroître les risques, donc les compagnies maritimes elles-mêmes vont hésiter à rentrer. Et donc, en fait, on a l'objectif atteint. Ce qui m'amène à reparler sur l'Europe, c'est justement, là, pour le coup, si l'Europe a un rôle à jouer, je pense, et notamment la marine française et d'autres, c'est de sécuriser la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, parce que si le détroit d'Ormuz est, disons, pas bloqué, mais en tout cas restreint, beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz vont passer par la mer Rouge, c'est-à-dire en fait les tubes vont se réorienter vers Jeddah et vers Yanbu, enfin sur la côte mer Rouge de l'Arabie Saoudite. Et donc cette artère-là, la mer Rouge va devenir vitale. Et donc en fait, il va falloir la sécuriser. Il va falloir la sécuriser, notamment la sécuriser face aux Houthis, ce qui montre bien qu'à mon avis, il va y avoir une action de vive force à un moment donné ou à un autre contre les Houthis, si les Houthis bougent. Et donc là, pour le coup, la marine européenne, les marines européennes ont un vrai rôle à jouer là-dessus. C'est peut-être là qu'on trouvera l'intérêt d'avoir déployé le Charles de Gaulle, Joséphine Staron. Oui, en 2023, il y avait déjà une opération ASPID qui avait été envoyée par l'Union européenne, donc là, c'est vraiment l'Union européenne avec les pays volontaires, pour sécuriser la mer Rouge. Donc on peut le faire. Et effectivement, le fait que le Charles de Gaulle sera présent dans la zone, pour arriver une dizaine de jours, c'est ce qui a été annoncé. Donc sera présent dans la zone d'ici quelques jours. Ce sera effectivement un outil, un atout stratégique pour la France, mais aussi pour les Européens. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire. Vous avez parlé d'aider à organiser une opposition iranienne, aider à sécuriser des voies maritimes, avoir une position commune, essayer, pourquoi pas, c'est encore possible, de proposer des alternatives ou des solutions de sortie à Donald Trump. Bref, les Européens peuvent faire énormément de choses à partir du moment où ils décident que c'est de leur ressort et que finalement, ils ont la responsabilité pour eux-mêmes, pour nous, mais pour la région également, d'intervenir. Et pour l'instant, cette volonté, cette prise de conscience-là, on n'a pas le sentiment qu'elle est tout à fait advenue. Oui, on a titré l'Europe enrôlée malgré elle, Karim-Émile Bittard, mais on peut conclure là-dessus, c'est la fin de notre débat. Il y a peut-être une occasion finalement à saisir pour les Européens. Il y aurait eu une formidable occasion à saisir. Je crains que les divisions soient trop profondes. L'élargissement européen a dilué sa capacité à prendre des positions unies et solides. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'était vraiment passionnant. Je vais rappeler les titres de vos livres. Joséphine Staron, Europe, la solidarité contre le naufrage. C'est aux éditions Sinopia. Et Pierre Azou, 2 ouvrages, La guerre Iran-Irak et Tsahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne, chez le même éditeur. C'est édité chez Perrin. À très bientôt sur Public Sénat.